En 2021, Santé publique France affiche une augmentation de 40% des admissions aux urgences pour gestes suicidaires chez les filles de moins de 15 ans. Décembre 2022, Emmanuel Macron désigne TikTok comme le premier perturbateur psychologique chez les jeunes générations. Juin 2025, les auditions d'une poignée de figures influentes des réseaux sociaux sont lancées par une commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les pratiques et l'impact de TikTok chez les mineurs. Et vous, dans tout ça, la T-Plaisance, d'après l'étude que j'ai fait circuler, sur plus de 700 personnes qui ont répondu aux 15 questions, vous êtes 90% à estimer que TikTok est problématique pour notre société. On décortiquera l'intégralité des données en fin de vidéo. Cette tendance à dire que TikTok est le pire fléau de notre génération, on la retrouve dans l'intégralité des vidéos YouTube à son sujet et de plus en plus dans le débat public. Mais au-delà de cette accusation qui domine la pensée sociétale, dispose-t-on réellement de preuves solides pour l'affirmer ou au contraire dispose-t-on d'éléments pour déconstruire cette idée? Même n'y aurait-il pas des bienfaits propres à TikTok que pas grand monde n'ose mettre en avant? En quoi, in fine, TikTok n'est pas le vrai problème? Dans cet épisode, on va éplucher tout ça avec l'aide d'Alan, docteur en sociologie, qui nous a lui-même documenté le sujet avec différentes ressources scientifiques de poids que vous trouverez en description. Vous commencez à connaître la chanson Magnéto. En 2023, Louisa Fassi, une doctorante à l'unité des sciences de la cognition et du cerveau de l'université de Cambridge, a mené une revue systématique de 5000 études sur les effets des plateformes digitales sur la santé mentale des ados, à savoir l'anxiété, la dépression, les troubles du comportement alimentaire, etc. Son constat, il n'y a pas de preuves claires ou significatives. Oui, la santé mentale des jeunes va mal, mais non, on ne peut pas dire que ce soit uniquement à cause des réseaux sociaux. Les études montrent des effets variés, parfois négatifs, parfois positifs, parfois neutres. Tout dépend du contexte de l'usage du profil des jeunes. Et on ne se repose pas que sur une auteure. Pour vous dire ça, 4 autres études d'envergure arrivent aux mêmes conclusions. Pour le moment, il n'y a pas de consensus scientifique sur le sujet. Je vous mets les liens en description. La chercheuse insiste, la crise de la santé mentale chez les jeunes est multifactorielle. Il faut aussi prendre en compte l'instabilité économique, la crise climatique, les conséquences de la pandémie, le désenchantement face au monde du travail. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sortent d'études longues pour des salaires à moins de 2000 € dans des conditions qui les démoralisent, alors que c'était pas du tout ça qui était prévu au programme. On nous avait dit oui, bac plus 5, ça y est, t'es tranquille. Non, pas du tout. Là encore, on ne sait pas si c'est lié, mais un sondage Ipsos en 2024 montre que 41% des moins de 25 ans envisagent leur carrière à l'étranger. C'est énorme. Dans ses recherches, la doctorante soulève un point très important pour notre sujet, c'est que nous sommes tous, à différents niveaux, victimes de nos biais d'interprétation. C'est-à-dire qu'on a tendance à ne valider que ce qui ne va dans le sens de nos croyances et ce en ne retenant que le détail ou l'événement qui nous arrange. En conséquence, il y a aujourd'hui un décalage entre les connaissances scientifiques et l'intuition de l'opinion publique. Et ça vient en partie de la mauvaise interprétation des preuves corrélationnelles qui sont présentées comme des liens de causalité. En gros, c'est pas parce qu'un sujet te semble en expliquer un autre que c'est le bon ou même que c'est le seul. La santé mentale, c'est devenu un sujet majeur seulement depuis le début de la pandémie du Covid, qui est une période reconnue pour avoir eu d'importantes conséquences psychologiques et sociales sur tout le monde. Il y a 50 ans, ils s'en battaient les couilles de parler de tout ça. Donc forcément, il y avait moins d'études, de chiffres et donc d'analyses. Alors c'est facile de laisser croire que c'est aujourd'hui que le problème est alarmant. Si on prend un petit peu de recul, les publications sur la santé mentale des jeunes flamment depuis 2020. Et c'est qu'en 2022 que Santé publique France viendra noter dans un dossier que la crise sanitaire a mis en lumière la santé mentale en tant qu'enjeu public. Hallucinant. Puis voilà, on n'a pas besoin de s'étaler plus sur les différents facteurs qui peuvent causer de l'anxiété chez les jeunes. Quand on a un président, entre autres, qui nous rabâche tout au long de ses mandats qu'il faut se préparer à la guerre. Nous sommes en guerre, alors nous ferons face, ensemble. Chef, je l'ai pris très au sérieux, moi, ce truc-là, cet appel à la guerre, machin, patin coup fer. Oh, ok, YouTube, doucement. C'était une réplique de Aventure Paintball Park. Ne me strikez pas. Par contre, vous savez ce qui est un peu plus sérieux, la collaboration avec OdeSwitch, le sponsor de l'épisode, et son directeur stratégie qui a accepté de répondre à mes questions. Que tu sois artiste, restaurateur, artisan, directeur de parc de paintball, c'est mieux si tu as une présence en ligne, un beau site web, et OdeSwitch est l'hébergeur idéal pour ça. J'ai eu l'occasion de confronter leur service à l'avis de dev du milieu, et il semblerait bien que la marque aux 15 bougies confirme ni plus ni moins sa bonne réputation sur les 3 nouvelles offres évoquées comme ultra accessibles, qui répondent à des objectifs différents. Actuellement, l'accent est mis sur l'offre cloud, qui est la plus avantageuse. Globalement, vous aurez plein de grosses remises tout au long de l'année et avec le code TPZ10, moins 10% sur toutes les offres. Les performances sont très compétitives, le nom de domaine est offert, l'espace disque est illimité, c'est une solution top pour se lancer. Pour les plus gros poissons, vous avez désormais des nouvelles offres toutes fraîches, encore plus conséquentes, pas de surcoût d'engagement pendant X temps. Il faut souligner aussi la vraie dynamique dans le développement de leurs ressources et leur démarche écologique. Écoutez, je vous envoie tous les liens en description et nous on repasse
à la vidéo. Vouloir imputer la chute de la santé mentale de notre génération à TikTok est un peu malhonnête. Voilà, bien sûr que l'appli est questionnable sur un tas de points. Il y en a à foison. Et c'est ce sur quoi, d'ailleurs, l'assez particulière, et je trouve un peu biaisé, mais bref, on y reviendra plus tard, commission d'enquête est en train de tabler avec leurs ressources à disposition. Il y en a des choses à revoir. Pour arriver à conforter tous ces reproches, il faudrait arriver à isoler les différentes pratiques au sein des réseaux sociaux et tous. Et ça, ce ne sont pas des choses qu'on peut facilement tester dans une étude. Il y a le temps passé, le type de contenu et d'activité auquel on y est exposé. On peut consulter des photos d'amis, échanger des messages, regarder des vidéos, etc. C'est là que se trouve actuellement la limite de l'étude. En tout cas, pour finir sur ce que l'on sait, selon une étude de Génération Numérique de 2022, l'activité la plus courante chez les 11-18 ans est la discussion entre amis ou en famille. Et à cela, il n'y a pas grand chose de mal, et c'est précisément ce type d'interaction qui est associé à une meilleure santé mentale dans l'étude de Louisa Facé. Alors oui, certains encore en Big 2025 pensent que TikTok c'est soit des vidéos de danse, des sketchs ridicules, gênants, et que tout ce qui fait face à ça c'est des contenus verticaux gore qu'on nous décrit tout le temps. Mais c'est faux. Car TikTok, c'est aussi devenu un nouvel espace hybride où des paroles se libèrent, où se développe de la réflexion collective et où même des élans de solidarité sont suscités. D'un point de vue solidaire, TikTok a permis à de nombreuses personnes d'obtenir un soutien ou une aide concrète, quasi immédiate. Que ce soit par des commentaires encourageant des personnes qui en ont besoin, par des vidéos qui viennent en aide à des mères en galère, des retraités sans grands moyens financiers ou encore des sans-abri. On voit aussi des campagnes d'appel aux dons qui s'enchaînent et même certains comptes sont spécialement faits pour ça. C'est précisément le cas de celui d'Anae, Ondisaf, El Négociateur, Le Napolitain et j'en passe, qui mettent en avant des personnes en grande précarité et participent à débloquer leur situation. Sur un autre sujet, j'ai aussi vu des personnes en situation de handicap physique demander de l'aide pour se rapprocher de la possibilité d'achat de matériel médical fortement coûteux, des fauteuils roulants électriques. Comme les précédentes, ces mobilisations express sont souvent initiées par des inconnus et elles témoignent des bienfaits de la viralité quand elle est au service de la générosité. Tout ça, faut reconnaître que ça n'a jamais trop couru les rues sur les autres applications américaines. Aussi, sur le plan économique local, TikTok a parfois littéralement sauvé des commerces de quartier. Des restaurateurs à deux doigts de mettre la clé sous la porte ont vu affluer les clients après qu'un créateur de contenu ait partagé leur détresse. Le compte nommé On n'y reviendra pas est d'ailleurs lui aussi fait pour ça. En gros, avec cette diffusion ultra rapide que peut permettre TikTok, une vidéo touchante ou sincère peut en quelque temps transformer une situation désespérée en redémarrage d'activité. Évidemment, ça ne change pas tout et c'est pas un 100% combo gagnant à tous les coups. Mais dites-vous que dans un genre un peu similaire, Philippe Etchebest, avec les moyens de diffusion de M6, il relance pas autant d'activités à la dérive. Bon, très souvent, ça s'explique aussi. C'est quoi ça? C'est un caca. Ouais. La plateforme joue aussi un rôle non négligeable dans la libération de la parole et forcément sur des sujets tabous. On y parle de harcèlement scolaire et professionnel, de mauvaises conditions de travail dans certains secteurs, des problèmes liés à l'alternance, aux petits emplois, à comment certaines personnes ont vécu une injustice ou des problèmes qui les ont touchés, etc. etc. Tout autre tas de sujets qui méritent d'être partagés et d'intéresser des gens. Ces prises de parole permettent à des internautes de se sentir moins seuls, de poser des mots sur leur propre vécu et parfois de trouver des solutions ou des relais d'écoute thérapeutiques. En ce sens, TikTok, si bien utilisé, comme tous les réseaux, au final, me direz-vous, peut être perçu comme un outil d'empowerment numérique. En offrant une visibilité à ce qui est souvent invisibilisé, il contribue à faire émerger des récits alternatifs, plus représentatifs de la réalité vécue par une grande partie de la population. Et forcément, quand c'est la vie réelle, c'est plus facile pour que chacun puisse s'identifier. D'ailleurs, en parlant de vie normale, il y a un schéma qu'on voit aussi de plus en plus sur TikTok. L'application permet à des personnes ordinaires de devenir hyper visibles. Ça va du streamer anime qui a explosé grâce à TikTok et qui est maintenant en pole position pour devenir le nouveau patron de Twitch, à défaut de peut-être le finir à OGP Explorer. De la carrière de Lamano 1.9 jusqu'à l'un des plus gros succès du cinéma français, un petit truc en plus, le public TikTok sait répondre présent et pousser ses poulains. Deux mots quant au film d'Artus, certes, son personnage autiste qu'est Sylvain est né lors de son montreux en 2019. Mais les formats verticaux, TikTok et Insta, ont ravivé sa flamme. Et quant au film, aux extraits et contenus promo très populaires sur TikTok, ils ont participé à rendre cette masterpiece intergénérationnelle et à mettre la lumière sur des types de handicap rarement montrés au grand écran, rarement montrés aux jeunes. Et franchement, on ne dit pas non, surtout vu la marge de sensibilisation qu'il y a encore devant nous pour le handicap en France, quoi. Quand j'étais petit, vers l'âge de 4 ans, j'étais sur un fauteuil roulant et c'est fou à quel point, je me rappelle encore, bref,
Vous voyez, si on gratte un peu, on en trouve des avantages à surfer sur TikTok. Alors oui, tout n'est pas tout rose, c'est bon, on a compris. Et il faut surtout être très vigilant sur la désinformation et sur la présence de propos extrêmes, car n'importe qui peut s'y exprimer et obtenir une forte audience en très peu de temps. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment parler des dérives des plateformes, attaquez-vous aussi à toutes les autres. Rappelez-vous que Twitter existe et que ça a toujours été un terrain fertile pour diffuser des propos haineux ou des fake news. Et c'est absolument pas l'arrivée de Elon Musk qui a transformé du jour au lendemain. Non, lui, il a fait qu'empirer les choses. Aussi dessus, on y trouvait jusqu'à peu des gros comptes qui diffusaient dans leur feed, sans restriction, des vidéos pornographiques. J'ai avorté une vidéo sur les problèmes avec Twitter, c'est quoi, il y a 2 ans. Ça fait partie des trucs que j'avais gratté et que je voulais vous communiquer. Ah voilà, c'est fait. Si vous voulez vraiment parler des dérives des plateformes, rappelez-vous aussi qu'à la grande époque de Facebook, il y a 10-15 ans, on avait toutes sortes de défis allant du stupide au dramatique. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Neck Nomination, rien à voir avec Nekfeu, au contraire tristement célèbre auprès des jeunes générations de l'époque, où on se filmait en train de boire de l'alcool pur cul sec avant de nominer publiquement 3 amis pour qu'ils le fassent à leur tour. Mes Neck nominés sont... S'il vous plaît, enveloppe. Et sauf que, selon un article de l'Express, 2 personnes en seraient mortes de ce défi. Et à l'époque, il y avait 0 mise en place de régulation, de suppression de vidéos ou de débats télévisuels à l'Assemblée nationale ou je ne sais quoi là-dessus. Tout simplement parce que les vieux ne s'intéressaient pas encore et ne s'étaient pas emparés des réseaux sociaux. C'était un monde qui n'existait pas pour eux. Ils ne nous en ont donc pas protégés à l'époque. Il ne faut pas qu'ils commencent à faire croire que les problèmes sont nés. Il n'y avait pas non plus qui que ce soit au collège ou au lycée pour nous protéger face à l'un des précurseurs du cyberharcèlement que représentait Ask.fm. Vous savez, ce réseau social là qui cartonnait entre 2011 et 2015 et où les gens se posaient des questions en anonyme. Un truc hyper malsain où peut-être même ton meilleur ami qui te jalouse au fond de lui pouvait te descendre en des questions anonymes et surtout sans restriction. Et avant toute chose, ça aussi, ça a causé des morts. Puisque dans un article du Monde en 2013, on nous explique que le site est accusé d'être directement lié à 4 suicides d'adolescents britanniques, notamment une jeune fille, Anna, âgée de 14 ans, qui a mis fin à ses jours après avoir reçu plusieurs messages l'encourageant à se mutiler. Et c'est dire à quel point ils se sont sentis responsables avec leur site. Les 2 fondateurs d'Ask.fm ont exprimé leurs condoléances à la famille de la jeune fille. En France, on n'a pas eu de drames de ce niveau qui ont été remontés, mais de nombreux de nos jeunes ont certainement et même assurément dû subir des effets hyper toxiques de ce réseau social pendant leur scolarité. Sauf que oui, on n'en a aucune idée parce que nos adultes ne s'y intéressaient pas, et toujours pas d'ailleurs. In fine, aujourd'hui, plutôt que de constamment vouloir condamner et faire porter tous les chapeaux à TikTok, adressons-nous aux réseaux sociaux dans leur ensemble. Bon écoutez, au moment où on allume la caméra, là on est le 17 juin et la commission d'enquête s'est justement intéressée à questionner Meta, X et YouTube pour qu'ils puissent aussi répondre à certaines interrogations, soit pour TikTok ou même par rapport à leur propre plateforme. La vidéo est pas du tout prévue par rapport à l'actualité, on met donc à jour ça, mais on a quand même beaucoup de choses à dire sur cette commission, dont notamment cette audience d'aujourd'hui qui... ça va pas. Non, c'est catastrophique. Là on a vraiment un gros sujet de société en ce moment. Est-ce qu'il faut supprimer TikTok, empêcher les mineurs, machin, tout ça, qui demande finalement d'apporter du fond quand même sur ces auditions-là. Et on le voit, les personnes qui interrogent, les personnalités un peu controversées qu'ils ont fait venir, etc. En fait, à la limite, ça aurait pu potentiellement se justifier d'ailleurs qu'ils aient fait des auditions beaucoup plus longues pour TikTok que pour les autres réseaux sociaux, mais à la seule condition qu'ils soient rentrés sur le fond en fait du sujet. Finalement, on n'est que sur de la subjectivité, que sur du j'entends dire ou je vois que. Très peu de données scientifiques ou statistiques qui abordent à la fois la santé mentale, qui abordent les usages des réseaux sociaux. Ne serait-ce que ça, c'est-à-dire qu'on n'a même pas un classement par exemple des applications qui sont utilisées, des différents usages qui y sont faits, et du coup ça se justifie même pas. La rapporteuse, la nièce. Aujourd'hui ça parlait du tracteur du fils de la rapporteuse, je tiens à le préciser. Ou alors du feed du président de la commission, du feed Twitter. L'audition d'aujourd'hui par rapport à la commission, et résume bien jusqu'ici, clairement la volonté pour cette dernière de tomber TikTok absolument, cette fameuse application chinoise tant diabolique, comme si les problèmes étaient nés hier avec celle-ci et que les autres n'avaient pas eux-mêmes à répondre de plein de choses, notamment liées à la santé mentale. Ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est quoi? C'est 3 heures où tu as Meta, X et YouTube qui répondent, on va dire 1 heure de temps de parole chacun. Donc 3 heures face à TikTok qui a dû répondre en 1v1 pour le coup, à 8 heures d'audition. On est clairement sur une différence de traitement flagrante où TikTok, on va lui reprocher d'être constamment dans tout ce qui va être lié à la santé mentale, c'est de la faute de
de l'application des autres, c'est plutôt alors oui, donc le contrôle parental, qu'est-ce qu'on a mis en place jusqu'ici qui est trop bien. Je vais aussi parler d'une application qui est absente pour l'heure de ces auditions, qui est Snapchat, qui pour moi est un véritable terreau de comptes et personnalités hyper problématiques. On parle tout le temps de Nasdaq, mais pas que, hein. On voit voilà, une plateforme sur laquelle se passe un tas de marchés illégaux, de relais de contenu pornographique, publicité mensongère. Les influx voleurs, ils sont de base issus de cette appli. Le concept même d'envoyer une photo qui ne perdure pas normalement dans le temps, etc. et tout, on va pas se mentir, on sait ce qu'on reçoit souvent sur Snapchat, quoi. Et il n'y a absolument rien qui est fait pour le réguler. Il y a quelque chose que je trouve assez dingo donc dans tout ça, qui est ce côté blâmé et tout, c'est tout ce poids qui est donné pour simplement au final que ça soit qu'un jugement, mine de rien, caché de certains influenceurs précisément. C'est le procès de Adé Laurent, ou si tu veux Adé Laurent au même titre que Hugo Décrypte pour savoir comment TikTok marche. En fait, ça part dans tous les sens, ces auditions. Pour l'heure, c'est que de la reproche sur reproche et ce qu'il faudrait plutôt envisager dans ce genre de situation. Donc, comme mentionné à Paty, mission d'information, il fallait peut-être aller plus vite, être moins dans le show. Espérons surtout que ce soit pas que du spectacle et qu'à la fin, on va vraiment déboucher par des propositions de loi concrètes, pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, parce que ça sera déjà trop tard. Pour l'instant, ça tourne en rond. J'ai pas l'impression qu'ils y voient un bout de quelque chose, très honnêtement, parce que la balle est constamment renvoyée. On retombe très souvent par rapport aux influenceurs, tout comme les plateformes elles-mêmes sur le contrôle parental. Moi, je vais m'arrêter là sur les auditions parce que... Alors, ne faudrait-il pas désigner d'autres problématiques comme le contrôle parental, la sensibilisation, la modération, et si ce n'est même le coupable dans la perversion qu'ont connu ces applications au cours de ces dernières années? Attendez, faut que je vous montre un truc. Ok, ça fait des années que vous me dites « Ouais, TP, franchement, t'attends quoi pour te lancer là-dessus? Vu les valeurs de la chaîne, le type de contenu. » Je veux bien en théorie, mais le truc, c'est que je me sentais pas encore assez légitime de le faire. L'avenir pour la chaîne YouTube était très flou jusqu'à il y a peu. Mais je crois que ça y est, hein, il est l'heure de vous annoncer que je lance enfin mon Patreon. Pour celles et ceux qui veulent soutenir la chaîne, voilà, vous pouvez désormais le faire. On vous a concocté 3 contreparties qui vont même évoluer très certainement au fil du temps, histoire d'adapter tout ça avec aussi vos envies. Je vous invite à aller visionner la version longue de la vidéo que je suis en train de vous faire là, directement dans le Patreon, où je vous explique pourquoi ce choix arrive maintenant, en quoi il est crucial. Voilà, comme ça pour des personnes qui n'en ont rien à foutre de mon annonce, on repasse à la vidéo. Je disais donc, le grand coupable derrière tout ça, le référencement, l'algorithme. Maintenant qu'on a bien nuancé avec l'idée que TikTok serait seul responsable de la dégradation de la santé mentale des jeunes, on peut aborder les sujets de fond qui sont liés aux dérives d'usage et au fonctionnement particulier de ce fameux algorithme. Ça ne vous étonnera peut-être pas, mais d'après l'essai intitulé « Algocratie » du journaliste et ingénieur Arthur Grémont-Pont, les plateformes sociales sont aujourd'hui conçues en s'appuyant sur vos données personnelles. Elles élaborent des profils individualisés pour proposer des contenus sur mesure qui flattent les biais cognitifs et stimulent les pulsions. Il faut bien comprendre ce que ça engage. Ce fonctionnement a des effets profonds. Il modifie la perception que les individus ont du monde, alimente la polarisation des opinions, propage la désinformation et favorise la montée d'idéologies extrêmes. Logique de rétention de l'internaute et donc rentabilité publicitaire. Arthur Grémont-Pont compare ça à la dynamique de l'industrie alimentaire. À l'image de la malbouffe qui détériore le corps, les contenus addictifs des plateformes affaiblissent l'esprit et le jugement. Et bien qu'ils soient, bon, pas spécialement différents, mais aient leur particularité, les réseaux sociaux ont la même finalité, l'économie de l'attention. Les biais de confirmation primeraient afin d'enfermer les utilisateurs dans des bulles informationnelles, ce qui réduirait leur vision du monde à un prisme partiel et orienté. Ce qui fait que, à l'échelle collective, ce phénomène affaiblit les repères partagés, mine le socle commun de valeurs et favorise l'émergence de positions radicales. Parce que la radicalité prolonge le temps passé sur les plateformes et c'est ce qui en fait une ressource précieuse pour ce système. En 2013, la docteure en sciences juridiques Antoinette Rouvroy et le prof de philo politique Thomas Berndt développaient le concept de gouvernementalité algorithmique, une logique de collecte massive et d'analyse automatisée pour modéliser, anticiper et influencer nos comportements à l'avance. C'est alors à se demander jusqu'où sommes-nous délibérément maîtres de nos perceptions, opinions, comportements si on y réfléchit 2 secondes. Ce pouvoir invisible agit comme une prison mentale. L'algocratie, l'impression d'être libre, que tout est fait pour nous, mais l'algorithme domine en douceur, de façon insidieuse. Voici à l'écran une belle phrase de Rousseau qui est si pertinente. Il n'y a point d'assujettissement si parfait que celui qui garde l'apparence de la liberté. On captive ainsi la volonté même. Comment se battre pour une liberté alors qu'on n'a même pas conscience d'être emprisonné et du coup on n'a même pas la volonté de se battre en fait. Alan a même proposé un terme à cela,
le kidnapping cognitif. Le sujet devient otage du flux qu'il consomme sans qu'il ait l'impression de se faire guider en étant confortablement installé dans la validation de ses opinions face auxquelles toute idée contradictoire serait compliquée à prendre en compte. Maintenant, j'ai envie de vous poser une question. Un algorithme peut être qualifié de criminel? C'est la question soulevée par les parents de la jeune Marie, une adolescente de 15 ans qui a mis fin à ses jours en 2021. Elle était victime d'harcèlement scolaire, avait communiqué sa détresse psychologique sur TikTok et suite à sa publication, elle n'arrêtait pas de recevoir des contenus morbides renforçant son mal-être. La plainte défendue par l'avocate de la famille est la suivante: provocation au suicide, non-assistance à personne en danger et propagande ou publicité de moyens de se donner la mort. Le psychiatre Serge Tisseron a justement repris dans son ouvrage Apprivoiser les écrans et grandir l'idée d'un algorithme extrêmement puissant qui aggrave l'état psychologique. Le bonhomme parle d'impact cumulatif et avec ce funeste exemple, vous comprenez bien de quoi il s'agit. On vous invite à découvrir son récit à travers les sources. On vous a ajouté des compléments d'enquête sur tous les pays qui ont choisi de légiférer à leur manière TikTok, notamment l'Inde, la Somalie ou encore Taïwan qui en ont totalement interdit l'usage. Bref, vous avez tout sur le Notion. Alors, face aux algorithmes et sans aller jusqu'à interdire les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour l'instant, différentes propositions sont à l'étude de la part des experts, allant de la suppression des contenus sensibles pour éviter des dynamiques de contagion émotionnelle et d'imitation. Et encore, oui, logique. En fait, moi, je comprends pas un truc. Pause. Les réseaux sociaux n'ont aucun intérêt, si ce n'est à créer du trafic, mais de garder ces contenus-là sur les réseaux parce qu'ils savent qu'ils vont se faire taper dessus, leur image va être entachée et surtout, les publicitaires ne matchent pas du tout avec ça. Alors oui, c'est peut-être une mégarde, peut-être un manque de modération volontaire. Et encore, ça c'est si on prend l'angle des contenus sensibles égale contenus dangereux, alors que, au contraire, certains autres experts estiment à l'inverse que des contenus bien narrés, pas dérangeants en fait, peuvent encourager la prise de parole et les échanges entre jeunes concernés. Au final, sans consensus pour l'heure, alors les usagers continuent d'alimenter la machine. Pour notre cher Arthur Grémontpont, seule une législation politique peut réellement faire bouger les choses. Mais la déconnexion de nos élus est si flagrante. Attendez, quand même, il faut se rappeler qu'il a fallu que Booba monte au créneau des influx voleurs pour que le ministère de l'économie prenne minimum les choses en main dans ce cadre-là, sans commentaire supplémentaire, quoi. Et ça n'est que là, en 2025, qu'on a les fameuses auditions à l'Assemblée nationale sur cette commission d'enquête spéciale effets psychologiques TikTok. Il n'y a jamais eu sur nos chers amis de l'OTAN. Il est donc clair que ce sera à nous, citoyens et jeunes, de monter au créneau, non pas pour contrer TikTok, mais pour une législation des algorithmes sur notre territoire qui concerne tous les réseaux et en faire peut-être même une revendication claire et primordiale pour 2027. En tout cas, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur le sujet et votre ressenti sur tout ça. Comme d'habitude, partagez-le moi en bombardant l'espace commentaire. Et en fait, j'ai même plus besoin de le dire, ça se fait tout seul maintenant. Dès que je publie une vidéo, je passe 4 heures à répondre à des pavés comme ça. Merci. Nous sommes en compétition avec le sommeil et nous sommes en train de gagner. Ce sont les mots du PDG de Netflix en 2017. L'addiction aux plateformes avec des algorithmes super puissants n'est pas un dommage collatéral, mais un objectif. On a fait tourner un questionnaire sur mes réseaux sociaux il y a quelques temps. C'est donc votre matière. Merci d'avoir été aussi nombreux à répondre. Voilà, continuez à venir sur Instagram. C'est là-dessus que je fais tourner les ressources. Et voici ce qui en est ressorti. Et c'est les chiffres qui parlent là, en l'occurrence. C'est vous. Si vous voulez, madame la rapporteure, je peux vous envoyer l'Excel de tout cela. Évidemment, il n'y a pas de souci là-dessus. On peut être consultant. À titre gracieux, enfin bon, bref, en moitié. Mettez-moi une place à la région. J'aimerais ajouter une posture qu'on partage à 100% avec Alan. Arrêtons de taper sur les jeunes. Ce ne sont pas nous qui avons créé les réseaux sociaux, ni même nous qui nous en mettons plein les poches. Quoique si, moi je suis youtubeur. Non, franchement, on n'a pas non plus obtenu, comme par magie, et encore, moi j'ai eu de la chance, des téléphones là, à 10 ans, même pas parfois, avec toutes les applications du monde. La responsabilité des adultes est fondamentale. C'est un problème de contrôle parental et de responsabilité de TikTok. Ça le vaut pour nos politiques, incapables de prendre des mesures adéquates pour protéger toute la population, de toute manière, sur l'ensemble des plateformes, et pas juste des jeunes sur TikTok. Et ça commence aussi par les parents. N'est-ce pas absurde de coller la patrouille sur une tablette à un enfant de 4 ans là parce que tu es au restaurant et que tu veux qu'il te file la paix lorsque tu discutes avec Sabrina. Ça y est, j'ai vu ça il y a encore... Elle sort quand la vidéo? Un mois, les darons en guinguette, le fils, comme ça. Surtout qu'on connaît désormais l'impact néfaste que ça aura sur le langage, l'attention, la mémoire et le sommeil. Et ça sera facile quelques années plus tard de sermonner le fiston en lui disant qu'il est addict aux écrans, aux jeux vidéo, que TikTok l'a rendu abruti et nanani nanana. Qui est l'abruti qui lui a mis l'écran entre les mains en premier lieu? Bien souvent,
sans le moindre contrôle parental en plus. Qu'est-ce qu'on lui a proposé dans son éducation, ce petit loup, comme alternative concrète là-dessus? S'il vous plaît, soyons, nous, cette génération de futurs parents opérationnels sur la santé mentale, sur l'éducation, sur l'enfance. Merci à vous d'avoir suivi l'épisode jusqu'ici. Je remercie encore une fois Eau Switch pour la sponsor. Le Patreon est en description pour cocher encore plus la réalisation des projets. Rendez-vous sur les autres documentaires sur la TPaisance.